Bienvenue sur Field Goal, le média qui vous apprend à vivre du sport. Aujourd'hui, une nouvelle formation sur notre sujet qui est objectif sponsoring. Comprendre un peu plus en profondeur l'écosystème du sponsoring et savoir comment étirer ses ficelles, comprendre aussi le mécanisme de fonctionnement sur du sport business grâce aux médias Field Goal. Aujourd'hui, on fait un focus sur les agences qui sont des acteurs qui sont importants et prépondérants dans l'écosystème sportif français. Donc, tout d'abord, il y a différentes typologies d'agences. On va parler notamment en premier lieu des agences conseils. On parle Octagon, Sport5, Infront. Donc là, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles travaillent du coup avec les endroits et le club. Elles leur partagent les éléments sur la stratégie. Elles négocient quand elles ont un mandat de la part de ces clubs, ligues ou fédérations ou événements sportifs, elles négocient des droits commerciaux, et elles aident les différents acteurs qu'on a mentionnés précédemment à pouvoir se positionner en termes de marketing parlant. C'est-à-dire que quelle histoire on va raconter autour de votre sport, quelle histoire on va raconter autour de votre club, quelle histoire on va raconter autour de votre ligue, ces éléments qui sont importants à mentionner, parce que ça va définir aussi le type d'acteur que ces agences vont pouvoir vous recommander ou quelle stratégie vous allez pouvoir construire avec elles. Dans la typologie des agences, il y a aussi les agences créatives, donc La Fourmi ou Bibéné, donc là pour le coup, qui ont plutôt l'aspect sur la conception, qui ont plutôt des idées sur la valorisation de l'image, le graphisme, les campagnes que vous allez pouvoir créer pour valoriser vos assets. Donc là pour le coup, sur du storytelling, création de contenu, campagne publicitaire. Donc là, c'est vraiment à dissocier parce que pour le coup, quand vous êtes dans une agence conseil et développement commercial, c'est pas la même que quand vous êtes dans une agence qui est plutôt liée à la création. Donc là, on va vous payer pour créer des campagnes de pub, des verbatim, des images qui sont marquantes, avoir la bonne association, créer votre storyboard, avoir la bonne association avec le bon athlète qui correspond à la marque, etc., etc. Quand l'autre, on va se dire, ok, comment les choses sont structurées et comment faire en sorte d'aller chercher beaucoup plus de revenus. Les agences d'influence maintenant qui commencent à popper et grandir depuis quelques années, donc qui s'occupent de la gestion d'image, on va dire les agents, pour ceux notamment les personnes qui partent en NCAA, le NIL, le Name, Image et Likeness, notamment pour les athlètes universitaires américains, euh, qui partent aux États-Unis, pardon, et la création de contenu. Donc là, bon, différentes agences que j'ai mentionnées là, comme Fluence, euh, c'est des éléments qui sont importants parce qu'aujourd'hui les athlètes cherchent un moyen de monétiser leur image, cherchent un moyen aussi de décorréler pardon, leurs revenus de leur performance sportive. Donc quand forcément vous êtes un athlète top of mind, bah, c'est quelque chose qui peut-être se fait naturellement. Mais quand on a un athlète un peu middle market ou low market, bah, c'est un élément intéressant aussi à prendre en considération. Parce que je pars du principe que de toute façon, à partir du moment où vous êtes un athlète, qu'importe votre division, aujourd'hui, vous devez être en mesure de maîtriser quand même vos zones de chalandise et de vous faire connaître auprès des acteurs locaux. Ça ne veut pas dire que vous allez faire des pubs pour des shampoings, mais ça veut dire que peut-être, comme je dis toujours, hein, un joueur qui joue par exemple en National 3 aujourd'hui dans un club de football, de basketball, de rugby notamment, bah, il y a des partenaires au club, et je suis persuadé que si vous dites au club, ou vous dites à votre partenaire, ah, j'aimerais bien m'intéresser à des sujets comme l'immobilier, comme la gestion de patrimoine ou autre, on trouvera le club ou les acteurs locaux trouveront des solutions pour que vous puissiez vous développer. Alors ça, c'est pas une agence d'influence qui va vous maquer, mais vous êtes peut-être votre propre agence d'influence, on va dire entre guillemets. Passons maintenant aux agences événementielles. Donc, elles organisent des événements sportifs pour des marques, des collectivités, des clubs, c'est-à-dire qu'elles sont présentes en support. Donc, c'est soit elles prennent, elles, le risque financier de créer un événement privé sur une thématique précise, donc du coup, elles font leur business plan, elles s'accordent notamment avec les pouvoirs locaux, soit pour le coup, une marque va déléguer ou une ligue ou un club, une fédération va déléguer l'organisation de l'événement qu'elle souhaite faire à cette agence qui va prendre toute la partie opérationnelle, toute la partie construction, recherche des lieux, mise en place des process, déroulement de l'événement, pour ensuite en faire un débrief à la fin. Pour le coup, ce serait des missions précises qui sont partagées, que ce soit sur un appel d'offres ou sur des contrats pluriannuels.
Quand on rentre un peu plus loin dans l'écosystème des agences, bah, du coup, il y a plusieurs éléments que je vous ai mentionnés, avec plusieurs expertises. Ça part du conseil stratégique. Ensuite, on peut passer de la vente de sponsoring ou de droits médias, la création de contenu de contenu et du coup et d'activation, la gestion d'images des athlètes et la détention de droits commerciaux. Donc, quelle est la différence avec les éléments mentionnés précédemment quand on parle de la détention de droits commerciaux? C'est-à-dire que parfois une agence travaille en comment dirais-je, c'est elle qui derrière qui va être derrière une ligue ou une fédération. Exemple l'Euroleague qui est pilotée, on va dire, derrière par IMG, qui est une grande agence de marketing mondialement connue. En France, les agences représentent à peu près 80% des opérations de naming, d'activation, d'hospitalité sur les grands événements sportifs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun, et ça c'est quasiment aucun événement ou grand événement français ou une grande action ou autre qui est lié au sport qui n'est pas fait sans une agence. Il y a toujours une agence derrière qui va soit murmurer dans les oreilles d'une marque, soit être présente de façon un peu plus précise euh, pour, euh, pour comment dirais-je, pour piloter et accompagner la marque dans son processus, ou du moins être là de façon opérationnelle. Quand on parle des objectifs économiques maintenant des agences, bah, elles, leur but, c'est de valoriser les actifs sportifs, que ce soit les clubs, fédérations, athlètes, via du conseil ou de la représentation. Plus elles valorisent, plus elles font du conseil, plus elles se disent, bon, bah, en fait, mes conseils vont pouvoir permettre à mon client de valoriser ses assets, les assets augmentent, donc moi, pour le coup, je vais gagner aussi potentiellement ma commission, ou aussi faire augmenter mes honoraires. À un moment donné, il faut bien vivre aussi en tant qu'agence. Optimiser les revenus des ayants droit. On a parlé de sponsoring, on a parlé de naming aussi. Quand une marque, par exemple, donne son nom à une compétition, exemple la Betclic Elite, aujourd'hui la Ligue 1 McDonald's. Euh, donc ces éléments, la boulangère Wonder League, voilà. Des conseils, notamment en fonction de si y a une expertise ou non aussi, forcément ça compte aussi, sur la billetterie et aussi sur le licensing. Plus on lui donne un scope large d'action et plus on lui donne de pouvoir, plus elle sera capable de faire des choses. Mais il faut qu'elle en soit aussi experte. Proposer aussi des solutions sur mesure aux marques en termes de ciblage, de contenu, de fan activation. Donc, quand une marque décide de se dire, on le verra plus tard, le sport, c'est un univers ou un territoire sur lequel j'aimerais m'investir, j'y connais pas grand-chose, pilotez-moi une stratégie. Dites-moi ce qui serait mieux de faire par rapport à mes objectifs. Le prochain élément, bah, c'est de développer un écosystème événementiel pour créer du lien avec les communautés et les territoires. Bon, ça, c'est toujours pareil, hein. Si une marque a pour objectif de se dire, on doit créer quelque chose de quotidien, de pertinent, exemple Adidas dans le running à Paris, en s'associant en s'associant avec des associations, en mettant en place des activités un peu éphémères, en s'attachant à des micro-influenceurs notamment, bah, qu'est-ce qui peut faire que régulièrement on arrive à avoir un cercle vertueux. Ça a été le cas notamment avec Orange quand ils ont mis en place toute leur série d'actions et d'activations jusqu'au JO de Paris 2024. Et ensuite, le dernier élément, bah, c'est capturer une part de la chaîne de valeur en devenant eux-mêmes des détenteurs de droits ou des distributeurs de droits. Bah, ces éléments que je mentionnais, hein, les agences travaillent pour on va dire, les ayants droit du sport, mais à un moment donné, quand elles sentent que sur certains sujets qui sont un peu délaissés et qui ont quand même une valorisation, un pouvoir économique, bah, elles disent, bah non, mais moi, c'est moi-même qui vais le produire. Et donc, pour le coup, ça va être un de mes assets supplémentaires économiquement. C'est ce qui se passe beaucoup dans les courses de running, ce qui se passe beaucoup dans les courses même de vélo, de sport auto ou autre, où il y a des marques, il y a des entreprises qui pilotent et qui sont propriétaires, on va dire, des événements et qui sont à grosse valeur ajoutée, comme par exemple ASO avec le Tour de France. Euh, je vous ai donné ici l'exemple de Weatherman, là, qui est très très fort, notamment aux États-Unis, qui gère plus de 2000 athlètes et entraîneurs pour un volume global généré de droits négociés aux environs de 5 milliards. Donc, c'est pour vous donner un petit exemple sur cet élément-là. Les avantages, bah, du coup, elles ont une vision globale et multi-acteurs. Elles savent généralement négocier, activer et mesurer. Alors, quand vous êtes fort d'un point de vue commercial, ou que vous êtes fait un peu votre expérience avec les annonceurs ou autres, que vous montez votre agence et qu'on connaît votre expertise, les gars, il y a moyen de se faire un truc de ouf. Il y a moyen vraiment de capitaliser et de gagner des belles sommes. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de travail, très énergivore.
Par contre, quand vous réussissez, votre vie, elle peut vraiment changer pour le coup. Et donc, je connais quelques personnes, du coup, qui ont monté des agences et que pour le coup, elles sont vraiment très, très bien réussies et qui sont encore présentes encore aujourd'hui après plus d'une dizaine ou une vingtaine d'années. Donc, c'est quand même super intéressant. Elles ont une expertise aussi en fonction de chacune d'entre elles, hein, sur la data, le storytelling digital, qui sont de plus en plus précieuses aujourd'hui pour les acteurs sportifs, et elles ont une capacité à pouvoir scaler des projets. Ce que veut dire par là, c'est que on peut passer, par exemple, une agence va travailler par exemple avec un club professionnel, parce que le club professionnel n'a pas forcément toutes les ressources pour pouvoir vendre ses droits ou gagner en partenariat. Bah, une agence peut l'aider à construire sa dynamique de façon à ce que le club passe de sponsor ou d'une filière locale à une filière qui va être un peu plus globale, nationale, régionale, internationale. Ou bien de passer d'un giron qui est plutôt amateur à une professionnalisation de ses process pour monter encore en gamme et gagner encore un peu plus d'argent. Donc, après, avec la redistribution, bah, des performances peut-être sportives qui vont augmenter. Elle a un réseau d'influence aussi auprès des institutions et des marques. Bah, quand on se dit, par exemple, il y a des marques, des grands acteurs comme Hopscotch Sport, comme Infront, comme Sport5, qui sont derrière certaines entités sportives, on se dit, ah, telle marque ou tel club, ah, ils bossent avec eux. Ah, c'est peut-être que c'est pertinent. Faut peut-être que je m'y intéresse. Ou bien tel acteur peut se dire, un acteur, une marque peut se dire, ah, mais je bosse avec tel agent sur tel ou tel sujet, j'aimerais bien être dans le sport, il me semble que vous avez une filière sport dans votre truc. Est-ce que vous serez en mesure de me recommander certains éléments? Ou bien, dernier élément, ça peut être aussi dans les pouvoirs de décision. Bah, il y a une décision qui doit se prendre dans une fédération, une ligue, on va consulter parfois des agences. On va dire, ah, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'on devrait mener cette action ou mener ces combats ou non? Ça, c'est des éléments aussi qui sont importants. Quand on est dans une association, on est vraiment au cœur du système. L'accompagnement aussi sur le long terme, pour le coup, stabilité, stratégie. Donc là, quand vous arrivez à avoir un partenariat sur le long terme, notamment avec des marques ou des acteurs sportifs, bah forcément, vous êtes en mesure de développer un modèle économique qui permet de vous stabiliser. Comment elles fonctionnent, les agences? Donc, il y a le forfait, déjà conseil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, une agence, elle va, par exemple, dans le premier aspect, facture un montant fixe pour une mission de conseil ou d'accompagnement stratégique ou de projet. C'est-à-dire qu'un club va la solliciter, va dire, bah voilà, moi j'ai un problème sur mon branding, j'aimerais retravailler sur mon logo, retravailler sur certains éléments comme ça, et une agence peut euh, peut facturer, pardon, peut facturer plusieurs milliers d'euros le fait de consulting stratégique, accompagnement, gestion de projet sur un temps donné, se dire bon, on va bosser pour vous, on va faire un état des lieux de ce que vous faites, et par contre c'est tant de milliers d'euros. Et après, donc, ça peut être un audit marketing, un repositionnement de marque, un plan stratégique, la recommandation sur ce qu'il y a à faire, notamment dans le sponsoring ou commercialement, dans la communication, dans les activations, ça peut être très très profond, mais en tant que tel, ça peut être un produit proposé par une agence. Je vous propose cet état des lieux-là, et pour cet état des lieux, ça va être un temps passé, quoi que ce soit, et ça va être temps. Et puis, je vous livre derrière votre plan stratégique. On va aller encore plus loin maintenant, bah, c'est les commissions résultats. Bah, comment ça peut fonctionner? Aujourd'hui, les agences, en fonction de leur positionnement, je voulais dire, pardon, peuvent être rémunérées sur les pourcentages qu'elles génèrent. Donc ça veut dire que tu signes un sponsor, tu arrives à lever des fonds, tu arrives à me permettre de vendre plus de tickets ou de revenus sur mes hospitalités, etc. Bah, tu prends un pourcentage de ce que je gagne, de ce que le club gagne. Exemple, ça peut aller des taux de 8 à 25% selon la complexité et la notoriété du client. Une agence qui vend par exemple une compétition, un naming à 1 million d'euros, bah, elle peut percevoir, on va dire, 15% de la somme. Donc ça peut être un élément, après ça va être plus ou moins, l'idée c'est pas de vous dire comment chaque acteur fonctionne, machin, c'est vous dire comment ça fonctionne aujourd'hui dans le marché. Et quand vous couplez le premier aspect que je vous ai mentionné juste avant, là, avec le forfait, peut être tout à fait complémentaire de ce travail-là. Une agence peut très bien dire, ah bah je travaille avec vous, et en fait chaque année ça va être tant, ça va être par exemple chaque année ça va être 30 000, et en fait en plus de ça, bah, histoire que je puisse au moins payer des gars, travailler, machin, machin, et puis en fait, et en fonction de tout ce que je ramène,
je prends un pourcentage aussi de tout ce que je ramène. Ce qui fait que comme ça, tu arrives à créer ton cercle vertueux. Donc, c'est beaucoup de travail, mais après, quand ça marche, bah, pour le coup, bah, tu valorises auprès de l'acteur avec lequel tu bosses que bah, tu as bien fait qu'il bosse avec toi, il a bien fait de te payer, parce que lui, derrière, ses revenus, ils augmentent. Et en fait, il y a beaucoup d'acteurs sportifs, en fait, il faut lui dire qu'ils sont à zéro aujourd'hui. Ils ont rien. Ils n'ont pas de partenaire, ils n'ont pas de stratégie, ils ne savent pas comment développer leurs revenus. Donc en fait, une agence peut tout avoir un intérêt, se dire, trouver sa formule économique et se dire, moi je peux t'aider à faire ça. Ça prend du temps. Donc bah, faut me payer. Et puis derrière, dans les résultats, tu verras qu'on est capable d'avoir des personnes qui sont compétentes pour. Et ça peut être un élément très très valorisable. Derrière, voilà, un élément supplémentaire, c'est le contrat d'exclusivité commerciale. Donc ça veut dire qu'une agence signe un mandat d'exclusivité avec une fédération, un club ou un événement, par exemple, ou une ligue, pour gérer tout ou en partie de la commercialisation de ses droits. Et donc, du coup ça rentre dans un domaine qui est rémunération soit fixe, plus, euh, enfin, fixe annuelle, plus commission sur les revenus réalisés. Et il faut vous dire qu'il y a même parfois certaines agences qui, pour vendre des droits premium, parce qu'après il y a toujours différentes organisations. La première organisation, c'est de se dire, je vais peut-être me rapprocher de petits sports ou de sports moyens dans mon territoire, par exemple territoire en France, et de se dire, bah, je vais travailler avec vous et en fait, voici tout ce que je vais vous mettre en place. Donc il y a le forfait, plus après les commissions. Certains se disent non, mais toi c'est uniquement la commission. Donc ça pousse plus ou moins à chercher des gros volumes ou faire des gros coups à plusieurs millions d'euros. Donc là, pour le coup, il faut plus se rapprocher, par exemple, des marques. Euh, bah, parce que quand tu pilotes la stratégie d'une marque et tu connais son budget, bah, tu vas aller chercher les assets qui vont la valoriser de plus en plus. Mais il y a certains acteurs qui parfois payent des clubs, qui payent des fédérations, des ligues, qui vont dire, bon, bah, nous, on vous paye tant pour X années. Par contre, derrière, c'est nous qui allons entièrement reprendre le volet commercial chez vous et qui allons tout piloter. Et le club est sûr d'avoir son revenu et qu'en plus de ça, derrière, bah après, toi, tu te nourris des ventes que tu fais avec un revenu sharing qui est un peu plus peut-être préférentiel pour toi. Mais en tout cas, tu sais que derrière, tu as la main sur tout et tu es vraiment maître à bord de ce que tu as à faire dans le club avec lequel tu travailles. La coproduction est aussi très présente aujourd'hui dans le milieu des agences, notamment sur l'événementiel. Donc une agence peut coproduire un événement et prendre du coup une partie du risque financier. Parfois elle prend tout, parfois elle prend juste une partie. C'est en fonction de comment elle arrive quelles associations elles arrivent à drainer avec les acteurs. Du coup elle se rémunère parfois sur les résultats finaux de billetterie, merchandising, hospitalité, droit TV ou autre. Par exemple, une agence qui crée un tournoi de paddle avec une marque peuvent avoir un budget commun et partager les bénéfices à 50-50. Parfois, c'est le cas, c'est plus ou moins proportionnel. C'est toujours pareil, hein, c'est jamais toujours évident, il faut négocier, il faut machin, mais par contre, ça peut être une vraie prise de risque. Je veux dire que l'agence se dit, non, moi, je vois du sens à produire cet événement-là, à produire, à créer moi-même avec mon expertise cet événement-là, et que derrière, je sais que des partenaires vont s'y affilier, et que si après il y a un gros sponsor ou une personne qui dit non, moi je vais m'associer à ça, bah après, voici comment on peut répartir les coûts de façon à ce qu'on puisse tous les deux gagner des revenus, tout simplement. Du coup, sur les termes économiques, on va dire à retenir sur cet élément par rapport aux agences, parce que je voudrais rapidement parler de l'organisation, c'est que bah, les OPA sur les chaînes de valeur, c'est-à-dire que certaines agences cherchent à internaliser plusieurs fonctions pour capter plus de valeur. Bah, si tu sais produire du contenu, le commercialiser et du coup vendre du coup les activations en tant que telles, bah, ça veut dire que derrière, plus tu maîtrises les éléments sur la chaîne de valeur, plus tu vas avoir de valeur auprès des acteurs avec qui tu travailles. Exemple, un club il va venir te voir, ah bah moi, je sais que tu sais faire ça, 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 moi ça m'intéresse. Donc plus tu sais faire des choses, mieux c'est. La marge brute, parce que les agences visent souvent le fait de bah, gagner des belles marges, parce que vous avez vu, comme j'ai mentionné, c'est un travail qui peut être fastidieux, qui peut être très difficile. Donc forcément, elle vise aussi des opérations qui peuvent être rentables pour elle, dans lesquelles aussi elle peut gagner de la marge. Si les marges sont minimes,
bah, en fait, qu'est-ce que tu y gagnes? Est-ce que parfois tu vas faire des opérations qui limite vont te faire perdre de l'argent, mais qui vont être bénéfiques peut-être dans l'image que tu vas pouvoir générer et dire: «Ah bah, il sait faire ça» et du coup tu auras une expertise à vendre. Mais la plupart du temps, elles sont là à se dire: «Bon, en fait, je vais gagner tant, bah, comment aussi je peux limiter mes coûts de façon à se faire que, je puisse continuer à vivre et à continuer de gagner de l'argent dans par rapport à ce que je fais». Donc en fait, au-delà du chiffre d'affaires, ce qu'elles doivent regarder, bah, c'est la marge brute. Est-ce que donc tu arrives à générer une bonne marge brute? Et généralement, c'est pas toujours les premières années de contrat où tu arrives à gagner ça, c'est souvent les 2, troisième, quatrième années. D'où la volonté de signer des contrats qui sont plus longue durée. Mentionner le coût par lead ou le coût par sell, donc c'est des indicateurs bah, quand elles font de la prospection pour toucher des clients. Quand je dis de la prospection, ça peut être par différents éléments, hein. Ça peut être la prospection à froid par téléphone, ça peut être juste faire de l'inbound un peu sur LinkedIn, ça peut être de la création de contenu, ça peut être différentes façons de pouvoir aller sur des événements ou autres, mais en tout cas, bah, regarde aussi le coût par lead, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir du budget publicitaire qui est mis en place, ou bien du coup de phoning, ou bien tout simplement, tu as un de tes gars qui arrive pas à closer ou qui arrive pas à faire avancer, forcément, tu dois te poser des questions avec ça. Et ensuite, bah, le Customer Lifetime Value, donc utilisé pour calculer la valeur d'un partenariat obtenu par une agence sur plusieurs saisons. Bah, combien de temps tu arrives à t'associer aux acteurs sportifs quand tu es une agence? Pendant combien de temps tu travailles avec elles? Comment elles arrivent à se dire, non, moi je veux continuer de bosser avec cette agence-là. Et en fait, ça c'est aussi important, parce que si vous êtes dans des cycles où vous savez que quelques semaines ou quelques mois et que bah, les contrats sont cassés à chaque fois, c'est problématique. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir, je pense, une expertise dans laquelle vous êtes très bon. Il vaut mieux aller sur quelque chose, un truc sur lequel vous êtes très bon, en fait vous êtes sûr de délivrer, et après au fur et à mesure vous allez passer sur d'autres plans, plutôt que d'essayer de s'éparpiller et de pas délivrer quelque chose qui est pertinent, parce que ça crée du mauvais service, et le mauvais service, c'est vraiment pas bon. Donc je vous ai mentionné là, comme précédemment, les différents éléments, quoi, sur le conseil plus success fee, par exemple 30 000 euros de deal, plus 15% sur les commissions sur la signature de sponsor, l'exclusivité parfois, et plus intéressement sur les performances, la rétrocession des droits, licences d'exploitation sur les produits qui sont co-développés. Ça peut être des capsules textiles, ça peut être des contenus d'image, ça peut être des événements, ça peut être des clubs, des ligues, des fédérations, des droits commerciaux. Voilà, il y a différentes façons de créer des modèles pour les agences aujourd'hui. Donc, grosso modo, c'est comme ça qu'elles fonctionnent, ces différentes petites étapes. Euh, donc voilà, c'était le point global sur les agences. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous connaissez ces aspects-là ou non? Donc c'est important de mentionner ça parce que vous allez comprendre que du coup, dans notre objectif sponsoring, elles ont un rôle à jouer. Quand vous tournez, que ce soit un acteur de sport amateur ou de sport professionnel, elles peuvent avoir un rôle à jouer dans la connaissance aussi du milieu, de la localité, du territoire, et avoir aussi des bonnes stratégies à vous donner pour faire gagner parfois à votre club des milliers d'euros. Des milliers d'euros quand vous êtes amateur, ça a un impact, ou des millions d'euros quand vous êtes professionnel, ça a un impact aussi, que vous soyez un club, une ligue, une fédération sportive. Donc, faut bien aussi ne pas hésiter à poser des questions, ne pas hésiter à solliciter des agences parfois pour avoir un avis global sur tous les leviers que vous pouvez tirer et voir qui peut travailler pour vous. Il y a une mission que j'ai mis en place dans un club dernières années. En fait, j'ai construit le consulting complet sur comment aller chercher plus de revenus. Pour le coup, sur un club amateur qui travaille bien sur d'autres aspects, mais qui n'a pas de vision dans un point de vue marketing et commercial. Et donc, en fait, la construction que j'en ai faite, ça a permis de générer plusieurs dizaines, milliers d'euros. Et ça a continué parce qu'on met en place petit à petit des process et qu'on met en place petit à petit des opérations pour avoir ça. Mais il faut avoir cette vision-là stratégique. Donc j'ai travaillé pour ce club-là, qui m'avait mandaté pour ça. Donc, si jamais vous êtes un club et que vous avez envie d'avoir ces visions-là de façon plus précise sur ce qui est vous êtes capable de faire sur le marché, sur votre marché, et comment tirer et connaître les différents leviers qui vont pouvoir faire des différences et que vous pouvez faire grossir votre club, faut pas hésiter à me contacter. Il y a mon adresse email dans la partie description. Mais en tout cas, c'est largement envisageable. C'est largement envisageable. Et pour avoir travaillé dans le sport professionnel et dans le sport amateur, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui a besoin d'aide. Il y a beaucoup de monde qui a besoin d'aide. Donc n'hésitez pas, si vous êtes positionné dans la facteur agence, alors c'est beaucoup de travail, ça peut être fastidieux. Par contre, si vous avez une réelle expertise dans un domaine qui est précis, vous pouvez faire une différence dans votre marché. La patience, les efforts. N'hésitez pas à liker
à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo. C'était un grand plaisir et sur la prochaine vidéo, on parlera plus précisément des marques. À très vite, salut!